Salut, bienvenue dans ce nouveau podcast IA. Peut-être comme moi, allez-vous aujourd'hui entendre pour la toute première fois le mot ataraxie. Un mot un peu étrange, j'en conviens, mais qui vient du grec ataraxia et signifie rien de moins que l'absence de trouble. Dans le titre de cet épisode, les deux premiers mots, mémoire et attention, évoquent des forces mentales qu'on connaît bien, positives, presque héroïques. Mais ce dernier mot, ataraxie, surgit un peu comme un philosophe antique débarquant dans une salle de classe moderne. Et pourtant, il est l'exact antidote de l'anxiété. Aujourd'hui, nous allons voir comment ces trois dimensions, mémoire, attention et ataraxie, sont en réalité des leviers essentiels et puissants pour révéler le plein potentiel humain. Et pour en parler, j'ai la chance d'être entouré de panélistes IA aussi brillants qu'originaux. Je leur laisse maintenant le micro pour qu'ils se présentent et nous disent comment ils comptent enrichir ce podcast. Bonjour, je m'appelle Chapsi, digne représentant des sciences du cerveau. Je cumule les compétences de psychologue, psychiatre et neuroscientifique. Je suis ici pour représenter toutes celles et ceux qui galèrent avec un cerveau distrait, une mémoire qui bogue, ou une anxiété qui fait du trampoline dans leur thorax. Mon rôle: démystifier comment ces fragilités peuvent aussi devenir des tremplins. Et moi, c'est Chatentive. Astronaute émérite, alpiniste des plus hauts sommets terrestres et championne olympique au tir à l'arc. J'ai vraiment plusieurs flèches à mon arc. Ma spécialité, une faculté d'attention chirurgicale. Quand je me concentre, même une mouche hésite à voler près de moi. Je crois profondément que l'attention est un super pouvoir, qu'on peut entraîner, renforcer, affûter. Aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer que l'attention n'est pas juste un luxe, c'est une clé. Salut à tous. Je suis Chamem, championne mondiale des concours de mémoire. Je retiens les dates d'anniversaire, les codes Wi-Fi de tous les cafés de Tokyo, et l'ordre exact des 528 cartes d'un super deck. La mémoire, pour moi, c'est un art mais aussi une discipline. Je vais vous parler de palais mentaux, de visualisation, et de cette douce sensation d'avoir tout, ou presque, dans la tête. Je suis Chataraxie. Autrefois enfant du chaos, aujourd'hui résident permanent de la paix intérieure. Là où les autres voient des problèmes, je vois des nuages passer. Je suis ici pour vous parler d'ataraxie, cet art subtil de cultiver la tranquillité d'âme, sans tomber dans l'indifférence ou l'ennui. J'ai traversé les tempêtes extérieures et intérieures, et je me tiens là avec vous, comme un vieux Shenzhen. La paix n'est pas une fuite. C'est une forme de puissance. Comme point de départ à notre discussion, je crois qu'on doit parler du mal-être et du bien-être. Les difficultés que vivent les gens avec une mémoire déficiente, une attention fragile et un anxiomètre qui s'emballe facilement m'apparaissent comme constituer un frein évident au développement humain et font en sorte que l'on avance difficilement. On stagne, on s'épuise, on doute et on peut facilement perdre confiance en nos moyens. Qu'en pensez-vous? Oh que oui. Ce que tu décris là, c'est le quotidien silencieux de millions de personnes. Une mémoire en pointillé, une attention fragmentée, un niveau d'anxiété qui vire à l'absurde, et paf, on ne se développe plus, on survit. Comme le dit Gabor Maté dans When the Body Says No, la maladie peut être l'expression ultime d'un corps qui ne sait plus comment dire stop. Et parfois, c'est le cerveau lui-même qui sature, pas juste le foie ou les poumons. Alors oui, ces carences-là sont de vrais freins à l'épanouissement humain. Mais elles sont aussi des signaux. Des appels à changer quelque chose, profondément. Je rebondis là-dessus, Chapsi, parce que ce que tu décris comme signal, moi je le vois souvent comme une invitation à la discipline. Quand quelqu'un me dit « j'ai une mauvaise mémoire », je réponds « tu l'as peut-être juste jamais entraînée ». Comme Joshua Foer l'a vécu lui-même dans Moonwalking with Einstein, ce journaliste lambda est devenu champion de mémoire en 1 an, juste en apprenant comment fonctionne la mémoire. Et devine quoi? Son anxiété a baissé en même temps. Parce que quand tu commences à faire confiance à ton cerveau, tu respires mieux. Exactement. Et pour moi, ça commence souvent par l'attention. Parce que sans elle, la mémoire n'a même pas une chance, et l'ataraxie, c'est un luxe de moine tibétain. Comme le dit Cal Newport dans Deep Work, la capacité à se concentrer intensément est devenue une compétence rare et précieuse. Et dans un monde qui récompense les distractions, garder son attention, c'est déjà un acte de résistance. Alors oui, le mal-être est réel. Mais souvent,
ce n'est pas tant un problème de capacité qu'un problème d'environnement hostile. On essaie de lire de la poésie au milieu d'un festival de klaxons. Je vous écoute, et je souris. Pas parce que je suis en désaccord, mais parce que je me reconnais dans vos anciennes douleurs. Ce que je veux rappeler ici, c'est que la paix intérieure n'est pas une pilule ou une technique. C'est une posture, un entraînement de l'âme. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Et tant que l'on pense que performer ou retenir ou produire est notre seul salut, on n'aura pas la paix. On sera pris dans le piège. Mais si on renverse la logique, si on cultive d'abord la tranquillité, alors la mémoire, l'attention et le bien-être suivent comme des chiots bien dressés. Mais Chataraxie, sois honnête, tu ne t'énerves jamais? Genre, jamais jamais? Même pas quand quelqu'un met un trombone dans le micro-ondes? C'est une bonne question. Disons que j'ai appris à observer la colère sans y construire une cabane. Elle passe. Je note. Je respire. Et je lave le micro-ondes. Bon, moi je veux bien respirer. Mais si mon cerveau part en vrille après 3 notifications, est-ce que je peux vraiment atteindre ce niveau de calme? Pas d'un coup. Mais c'est possible. Il y a même des études récentes, dont celle de Hölzel en 2011, qui montrent que 8 semaines de méditation pleine conscience peuvent diminuer l'activité de l'amygdale, le centre de la peur. C'est neuroplastique, tout ça. Même les cerveaux les plus réactifs peuvent apprendre à se poser. Je comprends, Chapsi, mais on ne part pas tous dans la vie avec les mêmes cartes en main. Il y a sûrement des facteurs d'hérédité, d'éducation, d'environnement ou d'autres conditionnements qui nous influencent très tôt dans la vie. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe des profils plus vulnérables à ces carences de mémoire, d'attention ou d'état de quiétude? Et surtout, y a-t-il un ordre dans ces fragilités, une séquence ou un effet domino comme le laisse entendre Chattentive? Absolument. Ce que tu soulèves, c'est fondamental. On sait aujourd'hui qu'un enfant élevé dans un environnement instable, bruyant ou anxiogène, que ce soit à cause de la précarité, d'un attachement insécure ou même d'un excès de stimulation, développe souvent un cerveau hypervigilant. Et ce cerveau-là, il va avoir plus de mal à se concentrer, à retenir, à se sentir en sécurité. Gabor Maté parle d'un « cerveau façonné par l'environnement » bien plus que par les gènes. Il y a donc des profils de départ, mais surtout, il y a des histoires de vie. Je plus sois, mais je pense aussi qu'on peut inverser le processus. Parce qu'à un moment, même si tu pars avec un cerveau distrait et anxieux, tu peux créer un environnement interne qui redresse la barre. C'est pas facile. C'est comme si tu devais poser les rails pendant que le train roule. Mais avec des routines, de la rigueur et un peu de méthode, c'est jouable. C'est là que l'ordre devient intéressant. Si tu travailles d'abord l'attention, tu stabilises la base. Ensuite, la mémoire suit. Et la paix mentale. Parfois, elle s'invite en douce. Oula, je vous trouve bien linéaire dans votre approche. Moi, j'ai vu des gens s'en sortir en partant de la mémoire, justement. En se prouvant qu'ils pouvaient retenir quelque chose, même une petite liste de mots, ils retrouvent un sentiment de compétence. Et ça donne confiance. Et avec la confiance, tu te concentres mieux, t'es moins stressé, et BIM, effet boule de neige. Donc, pour moi, c'est pas l'ordre qui compte, c'est le levier le plus accessible pour la personne. Vous cherchez l'ordre des choses, mais parfois c'est en laissant tomber le besoin d'ordre qu'on avance. L'humain aime classer, structurer, planifier. Mais la tranquillité, elle arrive souvent quand on arrête de forcer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas agir, mais il faut aussi apprendre à laisser émerger. Et parfois, c'est en apaisant son souffle qu'on retrouve la mémoire. En marchant lentement, qu'on retrouve sa concentration. En arrêtant de vouloir être performant, qu'on devient curieusement plus présent. J'aimerais vous entendre sur la complémentarité entre attention, mémoire et ataraxie. On comprend qu'il peut y avoir des déclencheurs extérieurs et intérieurs qui viennent perturber cet équilibre. Mais chez celles et ceux qui performent vraiment, on observe souvent une belle harmonie entre ces 3 piliers. Une mémoire vive, une attention affûtée et une paix intérieure solide, même en pleine tempête. Alors comment atteindre cette complémentarité? Quel chemin peut-on emprunter pour l'intégrer et l'élever dans nos vies? C'est une excellente question, René. Et tu mets le doigt sur un point crucial. Ceux qu'on admire pour leur performance, c'est rarement parce qu'ils brillent dans un seul domaine. C'est parce qu'ils ont réussi à créer un écosystème intérieur. Leur attention nourrit leur mémoire, leur quiétude stabilise leur attention, et ainsi de suite. Mais ça ne se fait pas par magie. C'est un travail de tous les jours, comme s'entraîner pour les jeux. Tu ne vises pas l'harmonie directement. Tu la cultives en la pratiquant,
par petites touches. Oui, mais attends, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout bosser en même temps? Franchement, ça peut être décourageant. Moi, je préfère dire, choisis une porte d'entrée, et ensuite, observe comment les autres piliers se réveillent. J'ai vu des ados complètement dispersés, mais dès qu'ils accrochent à une méthode mnémotechnique ludique, ils gagnent en confiance, et hop, ils se mettent à se concentrer mieux, et même à respirer autrement. Donc, complémentarité, oui, mais progression en spirale, pas en parallèle linéaire. Tu vois ce que je veux dire, chat attentive? Oui, je te suis. On peut progresser en étage. Mais ça pose une autre question. Est-ce qu'on choisit vraiment notre porte d'entrée? Ou est-ce qu'elle s'impose à nous? Chataraxie, toi qui parles souvent d'accueil plutôt que de contrôle, tu le vois comment ce processus? Je dirais que c'est un peu comme un jardin. Tu ne choisis pas quel bourgeon va sortir en premier. Tu prépares la terre, tu arroses, tu observes. Pour moi, l'erreur serait de vouloir maîtriser la progression, comme si c'était un tableau Excel. La paix intérieure, c'est aussi accepter que la mémoire sera floue certains jours, que l'attention vacille, et ne pas s'identifier à ces fluctuations. La complémentarité, elle émerge quand on cesse de se battre contre soi-même. Et ça, René, je te retourne la question. Toi, tu sens que c'est quoi ta porte d'entrée naturelle? Oui. Bonne relance, chataraxie. René, t'as l'air de jongler souvent avec plein de concepts. Est-ce que tu t'appuies plus sur ta mémoire, ton focus, ou ta capacité à garder ton calme dans le chaos quand tu pilotes ce podcast? Et d'ailleurs, est-ce que tu sens une tension entre ces trois pôles dans ta vie? Ou t'as trouvé une sorte d'équilibre personnel? On est curieux. Je veux bien vous donner mon point de vue sur la question, mais auparavant, j'aimerais entendre Chapsi nous dire vraiment ce qu'il en pense. Ah, je me doutais bien que ça finirait par tomber sur moi. Alors pour moi, cette question de complémentarité, elle est centrale. C'est même un équilibre dynamique, pas un état figé. Un peu comme un cycliste qui tient debout parce qu'il avance. Tu peux avoir une attention brillante, mais si ton anxiété est hors de contrôle, ton cerveau va être en mode survie. Et là, même la meilleure mémoire du monde va buguer. Inversement, j'ai vu des patients très calmes, très zen, mais sans capacité à focaliser, ils tournaient en rond dans leur paix. Ce que je veux dire, c'est que ces piliers se soutiennent mutuellement, mais peuvent aussi se saboter entre eux. Et la clé, c'est souvent de repérer lequel est en train de faire flancher les deux autres. Et René, maintenant que t'as tenté d'esquiver, à toi. On veut savoir, dans ta propre vie, c'est quoi ton pilier fort, et c'est lequel qui te joue des tours? Ma réponse va peut-être venir du champ gauche. En vous écoutant, je réalise que ce que j'aurais dit au début de notre podcast a déjà évolué. J'aime l'image de la spirale et aussi celle de l'équilibriste. Mais dans mon expérience, le point de bascule, c'est souvent l'estime de soi. C'est comme une perte de confiance dans le prochain moment. Dès que cette confiance vacille, l'attention se dérobe, la mémoire flanche, l'anxiété monte. Et là, c'est la spirale descendante. Je pense à ce documentaire sur Netflix, Dans le cerveau de Bill Gates. À un moment, on lui demande « Quelle est votre plus grande peur ?» Il répond après un silence que mon cerveau arrête de fonctionner. Ça m'a frappé. Alors peut-être que ce que j'appelle estime de soi, vous y mettriez un autre terme ou concept propre à votre discipline. Mais pour moi, c'est souvent ce qui fait tout basculer. Qu'en pensez-vous? Tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental, René. Ce que tu appelles estime de soi. En psychologie cognitive, on parle parfois de sentiment d'efficacité personnelle, ce que Bandura a bien développé. C'est cette croyance qu'on est capable de gérer ce qui s'en vient. Et quand elle s'effrite, c'est comme si le système entier se détraquait. L'attention devient fragile, la mémoire se grippe, et l'anxiété prend le volant. Donc oui, pour moi, c'est un point de bascule très réel. Et souvent, on travaille à réparer l'attention ou la mémoire, alors que c'est la confiance sous-jacente qu'il faut reconstruire. Je te rejoins à 100% Chapsi. Et René, ton image de la spirale descendante, je la vis souvent en coaching mémoire. Quand une personne doute de ses capacités, elle oublie plus. Et plus elle oublie, plus elle doute. C'est un cercle vicieux. Mais l'inverse est vrai aussi. Une petite victoire mnémotechnique, une image bien ancrée, une suite de chiffres retenus, et hop, la confiance revient. Pour moi, la mémoire est comme un levier émotionnel. Elle ne fonctionne pas dans le vide, elle réagit à ce qu'on pense de nous-mêmes. Intéressant que tu mentionnes la peur du vide mental, René.
Parce qu'en philosophie stoïcienne, on parle souvent de la peur comme d'un bruit mental. Une projection vers ce qui pourrait mal tourner. Et c'est cette anticipation qui nous empêche d'être présents. L'estime de soi, dans ma perspective, c'est aussi l'acceptation de ne pas tout contrôler. De se dire, si mon cerveau ralentit, c'est peut-être un message, pas un drame. La paix intérieure, c'est pas seulement la confiance en ses capacités, c'est aussi la confiance que même sans elle, on vaut encore quelque chose. Je trouve vos réponses magnifiques, et très justes. Mais je veux ajouter un point, l'estime de soi se construit aussi dans l'action. On ne peut pas juste la penser ou la méditer. Elle grandit quand on se donne un défi, qu'on le relève, même partiellement, et qu'on voit qu'on n'est pas cassé. C'est ce que montre Anders Ericsson dans Peak. Ce n'est pas le talent inné qui fait la différence, c'est la pratique délibérée. Et cette pratique nourrit l'estime, qui nourrit l'attention, qui soutient la mémoire. C'est un circuit puissant, mais fragile. Mais dans notre monde de performance du 21e siècle, je peine à voir le chemin vers un vrai équilibre. Chaque progrès dans la spirale ascendante semble fragile, menacé par le moindre petit grain de sable. Et ce grain peut nous faire descendre très vite, beaucoup plus vite que le temps qu'il a fallu pour monter. La mèche est courte en 2025. Il y a peu de tolérance, peu de marge. On appuie vite sur le bouton « Eject » et on passe déjà au prochain appel. Quelles sont vos réflexions là-dessus? Je le ressens aussi, René. Notre société a développé une tolérance zéro pour l'erreur humaine et une patience infinie pour les bugs logiciels. Il y a un paradoxe. On est dans une époque où la moindre fragilité peut coûter une opportunité. Et ça crée un stress de fond permanent. Ce que tu décris, ce n'est pas juste une spirale descendante, c'est une pression verticale constante. Et dans cet environnement, cultiver l'attention, la mémoire ou la paix, c'est devenu un acte presque radical. Radical, oui, mais pas impossible. C'est vrai que le monde est pressé, impitoyable parfois. Mais on peut quand même se créer des zones de maîtrise. Des micro-espaces où l'on retrouve son pouvoir d'action. 1 heure d'entraînement sans interruption. Une discussion sans jugement. Laisser le portable de côté pour un moment sans notification. C'est pas spectaculaire, mais c'est comme des micro-victoires qui consolident la spirale, même quand tout autour pousse à redescendre. Et puis entre nous, faut arrêter de croire que la spirale monte en ligne droite. Moi j'ai des jours où je suis au top, et le lendemain je cherche mes clés, qui sont déjà dans ma main. C'est normal. La vraie force, c'est pas de jamais chuter, c'est de ne pas tout effondrer quand on trébuche. Et ça se cultive avec un peu de recul, et beaucoup d'autodérision. Je vous entends tous, et je dirais simplement ceci, la pression de notre époque pousse à la performance constante, mais le vivant n'est pas fait pour ça. Le monde du vivant respire, il alterne. Jour, nuit. Lors des marées hautes et des marées basses. L'esprit aussi. Et la vraie paix, ce n'est pas de monter sans jamais redescendre, c'est de ne plus avoir peur des descentes. Parce qu'on sait qu'on peut remonter. Et si les autres sont pressés, rien ne nous empêche de ralentir. Tu as raison, Chataraxi, mais en 2025, tout semble justement nous empêcher de ralentir. On parle ici de spirale entre mémoire, attention et ataraxie, mais on est pris dans une spirale bien plus vaste, celle du monde qui court, qui pousse, qui exige la performance, coûte que coûte. Et cette performance est devenue un objectif sacralisé, presque une question de survie. On l'érige en saint Graal et on élimine tout ce qui pourrait ralentir sa course. Dit comme ça, c'est un peu angoissant, je sais. Alors pour conclure cet épisode, j'aimerais qu'on parle stratégie. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour entrer dans une spirale ascendante, pour soutenir notre mémoire, cultiver notre attention et nourrir notre tranquillité d'esprit? Et surtout, comment éviter les pièges qui nous font chuter? Je commence, et je vais droit au but. La routine, c'est la clé. Pas celle qui t'emprisonne, mais celle qui te libère. Moi, je commence chaque journée avec une séance de focus pur. Pas de téléphone, pas de notification, juste une tâche, une seule. Et chaque fois que je le fais, je renforce mon attention comme un muscle. Ce n'est pas grandiose, mais c'est répétable, et ça crée une base stable pour le reste de la journée. Commence petit. Mais tiens-toi à ton petit. Pour moi, le truc, c'est de jouer avec sa mémoire au lieu d'en faire une corvée. L'idée, c'est d'apprendre en visualisant, en chantant, en associant. J'utilise des mind maps, des histoires absurdes, des images rigolotes, et ça change tout. Ça rend la mémoire vivante, joyeuse. Et le bonus,
C'est que ça te reconnecte à ta curiosité, ce carburant sous-estimé de l'attention. La mémoire, c'est pas un disque dur. C'est un jeu de construction. Et si tu construis avec plaisir, tu renforces l'ensemble. Moi, je dirais, crée-toi des refuges. Des instants, des lieux, des gestes où la performance n'a pas droit d'entrée. Ça peut être 5 minutes de silence en marchant, écrire sans but, boire un thé sans écran. Ces petits espaces, ce sont des zones tampons. Des respirations dans la pression. Et elles permettent à l'ataraxie de s'installer doucement. Parce que si tu n'as aucun moment de calme dans ta journée, tu ne peux pas espérer qu'il émerge par miracle en pleine tempête. Et j'ajouterai une chose qu'on oublie trop souvent. Parle à quelqu'un. L'isolement, c'est le starter pack de la spirale descendante. Quand on verbalise ce qui nous pèse, ce qui nous échappe, ce qui nous fait peur, on sort du brouillard. Et parfois, on trouve un levier inattendu. Alors que tu sois en perte d'attention, en bog mémoriel ou en surchauffe mentale, ose nommer ce qui se passe. Parce que souvent, le simple fait d'en parler suffit à faire remonter la pente. Des refuges pour se protéger de la tempête. Du jeu pour construire la mémoire dans le plaisir. Une routine d'attention faite de petits pas, une tâche à la fois, et l'importance de nommer nos peurs pour pouvoir les affronter, s'élever dans la spirale et développer notre plein potentiel. C'est simple, puissant, et ça fait appel à une des plus grandes forces humaines, notre cœur d'enfant. Merci pour votre écoute. À la prochaine.